anagramme de « et les particules élémentaires ». Et on a trouvé quelque chose d'assez étonnant qui est « tissèrent l'espace et la lumière ». Or, en cosmologie, on se pose des tas de questions sur le lien qu'il y a entre l'espace, la lumière, la matière, etc. Qui a précédé qui? Est-ce que l'espace-temps était déjà là a priori? Ou est-ce qu'il est une émanation qui surgit à une certaine échelle à partir de la lumière, par exemple? Ce qui est discuté par certaines théories physiques, certains modèles, disons. Et donc, j'ai trouvé que cet anagramme, évidemment, ne résout pas la question, mais pose, en termes assez poétiques, finalement, tissèrent l'espace et la lumière, une question qui est fondamentale dans la physique. C'est-à-dire que les anagrammes permettent à la fois de cacher le sens, mais aussi de révéler quelque chose qui est juste et qu'on n'aurait pas entendu autrement. C'est-à-dire ça, c'est-à-dire exactement ça, mais aussi on peut dire que les anagrammes réinterrogent ce que nous venons de dire, en montrant que dans ce que nous avons dit, il y a d'autres combinaisons qu'on peut extraire des mots qu'on a déjà prononcés, qui viennent éclairer ou interroger, ou masquer d'ailleurs, ou contredire ce qui vient d'être dit. Et donc c'est un jeu de lettres qui interroge la structure même du langage. L'anagramme d'Albert Einstein, c'est rien n'est établi, c'est absolument juste ça. Oui, en même temps, il a établi des choses qui ont l'air de bien résister. Donc il ne faut pas trop croire aux anagrammes. Non, il ne faut pas y croire, il faut simplement s'émerveiller quand elles sont belles, sans pour autant leur attribuer une portée métaphysique un peu kabbaliste qui serait exagérée, constater que parfois on ne trouve rien, et donc pratiquer l'art des anagrammes comme on pratique la cueillette des cerises. C'est-à-dire quand on a un beau cerisier, on cueille les cerises qui sont belles et on laisse sur l'arbre celles qui sont moins belles. Avec les anagrammes, c'est pareil, il faut s'intéresser à celles qui nous émeuvent ou celles qui nous font rire, celles qui nous distraient, et puis laisser de côté celles qui sont moins engageantes. On cherche une particule qui s'appelle le boson de Higgs, grâce à un gros accélérateur qui s'appelle le LHC à Genève. Or, le boson de Higgs, son vrai nom, c'est le boson scalaire de Higgs, parce que cette particule est décrite par ce qu'on appelle un champ scalaire, peu importe ce que c'est. Mais l'anagramme de le boson scalaire de Higgs, Higgs ça s'écrit H-I-2-G-S, c'est le nom d'un physicien écossais, ça donne l'horloge des anges ici-bas. Ce qui veut rien dire, sauf pour un physicien qui sait que l'idée de Higgs, de ce monsieur, c'est justement que dans l'univers primordial, les particules n'avaient pas de masse, elles allaient donc à la vitesse de la lumière, et tout d'un coup, un champ quantique s'est établi, avec lequel elles ont interagi, ce qui les a freinées, et leur a donc donné une masse. Et à partir de ce moment-là, on a pu leur attribuer un temps propre. Parce que c'est en relativité, on ne peut donner un temps propre qu'aux objets qui ont une masse non nulle. Donc l'horloge des anges, parce que le champ de Higgs est un champ très éthéré, presque angélique, l'horloge des anges ici-bas, ça renvoie explicitement au boson scalaire de Higgs. Donc ça peut être un sens physique extrêmement profond.